Lorsqu'on a parlé de 86 et de sa série, 2 points sont ressortis dans cette vidéo. La discrimination entre les nations et les peuples, le respect de l'être humain balayé par des préjugés et des raisons aussi absurdes des deux côtés qu'en vrai, alliant avec brio nos faits historiques. Et ce n'est pas prêt de changer avec la deuxième partie. L'évolution des personnages montre un sérieux dans leurs écritures et leurs évolutions. Chaque personnage est traité avec respect et montre un soin méticuleux, rendant chaque situation magnifique, mais surtout criant de réalisme. Ces 2 points sont, comme vous l'aurez compris, des points essentiels pour la compréhension de la série et de la lecture de sa morale et de ses propos lourds de sens. Mais n'oubliez pas, la guerre n'est jamais drôle à raconter. L'exercice est dur à chaque fois quand c'est bien réalisé. C'est toujours un grand cru à porter dans une coupe argentée. Et bien dans cette vidéo, on remet les bouchées doubles en vous donnant plus de détails sur le travail minutieux de l'auteur. Alors accrochez-vous, on repart en enfer avec l'Esper L. Bienvenue au-delà de San Magnolia. Pour ce qui s'agit du synopsis et de tout ce qui entoure l'écriture, les supports, etc., allez directement voir le premier épisode qui vous explique tout et comme ça vous ne serez pas déçus en comprenant que dalle. Et surtout, on va spoiler fort, et dès l'entrée de jeu. Prêt ? On y va ? Dans le début de la première vidéo, on parlait de l'ambiance, qui est juste maîtrisée du début jusqu'à la dernière minute. Et ça force le respect du travail fourni par les animateurs. On redécouvre la série avec une ambiance bien contrastée avec 2 cadres différents. Comme vu précédemment, les cadres que nous pouvons tirer sont de 1. L'aspect tyrannique, San Magnolia qui se vend comme une république démocratique qui vit dans l'égalité, de vrais vendeurs de tapis, et qui montrent leur vrai visage en dehors du secteur, voire même dans leur mentalité, qui présentent aucun visage avec une ethnie différente. C'est cliché, mais c'est vrai qu'ils se ressemblent tous. Mais c'est de par ce point de vue qu'on constate la différence en dehors de ce pays, avec la nouvelle contrée présentée. Bienvenue dans la République fédérale de Jihad. On reviendra sur cette nation, mais on note une différence au niveau du traitement entre San Magnolia et Jihad pour les 86. Ils sont bien accueillis, mieux traités, sont compris et considérés comme humains. On comprend bien ici qu'on a face à nous une vraie république, vivant dans la démocratie. Tout est plus joyeux et plus plaisant à voir, contrairement à San Magnolia qui utilise le blanc comme symbole de pureté, mais on reviendra sur ce sujet plus tard. Si vous voulez comprendre un peu plus sur ces courants de pensée, je vous invite à retracer l'histoire de notre passé qui ressemble à celle des T6 ou bien visionner La Vague, film réaliste sur son propos qui explique comment rentrer facilement dans un régime totalitaire et qui peut expliquer que San Magnolia rentre dans ce cas de figure. Je mettrai plein d'œuvres qui vous permettront d'élargir vos idées sur ce sujet, ça reste intéressant sur ce point. Ce qu'il faut retenir dans cette partie, c'est qu'on a ici un traitement qui contraste énormément des deux côtés, mais qui reste la même qu'à San Magnolia. Acceptez les 86 et mépriser les républicains de San Magnolia. Du côté de San Magnolia, rien ne change. Les officiers sont des branleurs, seul Vladilena continue à faire des efforts et fait comme avec l'escadron d'Esperette précédent, créer un lien avec les 86. Mais une seule personne qui se donne à défendre son pays ne suffit pas, surtout quand l'ennemi réussit à entrer sur le territoire. Tout le monde panique, les citoyens, les officiers, et même le général de brigade, qui lui préfère être massacré par les légions que de se faire sauver par les 86. Quand on persécute, faut y aller à fond. La confrontation entre lui et Vladilena lors de l'épisode 16 lui justifie son choix du suicide car les Albas ont persécuté les 86 et qu'ils n'ont aucun intérêt de sauver ses persécuteurs. L'argument est valide. Pourquoi sauver ceux qui les ont isolés et déshumanisés? Cependant, une seule personne les considère comme des humains, et c'est nul autre que Vladilena. Ils ont une raison de les sauver, car elle croit en Vladilena. Et bien sûr, c'est elle qui prend les choses en main et va diriger tous les 86 afin de protéger sa nation. Défendre une nation qu'avec un commandant, c'est chaud quand même. Vladilena est la seule qui bosse pendant que les autres ne foutent rien à part parler. Le fait que rien n'ait changé depuis que Shin et les autres sont partis rend les autres vraiment pathétiques. C'est eux qu'il faut maîtriser, pas les 86. Quand il faut défendre le pays dans les frontières, y a personne, mais dès qu'il faut défendre sur le territoire, y a personne non plus. On se demande ce qu'ils foutent là. Ils sont vraiment inutiles les autres. Finalement, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Tous les Albas, y compris le commandant de brigade, sont faibles. Et c'est pour ça que le commandant de brigade laisse les commandes à Vladilena, parce que c'est elle la plus forte. Pas seulement en tant que stratège, mais aussi mentalement. Lui qui est pessimiste, défaitiste, alors que Vladilena qui est optimiste a un sens de la justice. C'est dans cette lueur d'espoir que représente Vladilena que le commandant de brigade va lui laisser une chance de tous les sauver. C'est cette naïveté de Vladilena que le commandant de brigade veut protéger, car quand on connaît la réalité de la vie, on sait à quel point on est faible. C'est en ayant des rêves d'enfant sous la protection d'adultes que la naïveté peut devenir une réalité. Mais est-ce que cela a marché? On verra ça plus tard. Un point important que nous n'avons pas traité dans la première vidéo, c'est la présence des couleurs et des émotions et symboles liés à ces dernières. Je ne vais pas vous faire un cours d'interprétation, ce n'est pas mon rôle et je ne suis pas un expert dans la matière, mais il y a des choses que je peux facilement remarquer, même en étant un mec banal comme vous. Ça fait très longtemps que je rêve de traiter ce sujet, il traîne depuis 3 ans avec le sujet des carnets de Vanitas, ça date, et depuis ça traîne jusqu'à ce que je me sois réveillé et que je décide de vous en parler maintenant, et après avoir vu une vidéo dédiée
aux couleurs dans le film Spider-Man Across the Spider-Verse. Bon, ça démange, faut que j'en parle, j'en peux plus. Du coup, on revient en arrière pour voir tous les détails omis. On remarque déjà le contraste entre chaque nation, par une couleur bien distincte. San Magnola se vante de sa proximité avec toutes les ethnies, avec un drapeau multicolore, symbolisant l'union, l'égalité, etc. Mais ce serait bien trop simpliste. On voit bien que la couleur du drapeau est bien la seule chose qui est colorée parmi tout un amas de blanc et de bleu montrant un ton plus angélique, royaliste, plus pur. Et de l'autre côté, chez les 86, on a plus de diversité, avec des couleurs plus vives, plus contrastées, mais surtout plus ternes, qui créent un fossé beaucoup trop énorme comparé à la ville. Ces couleurs sont très symboliques sur ce point. Qui nous dit que ceux qui ne vivent pas le mieux ne sont que les 86 ? Ils vivent au jour le jour, ne sachant pas quand la mort va les frapper. Contrairement aux républicains qui ont perdu la notion de la peur de mourir en se pensant invulnérables comme Lena... Non, pas cette fois. Shin et Lena qui ont des caractéristiques beaucoup trop opposées pour montrer une différence majeure dans leur rôle et leur risque. L'un risque la mort tandis que l'autre perd un allié. Leur couleur, ressemblant au yin et yang, montre un besoin mutuel envers l'autre qui continuera tout au long de la série. Même dans la deuxième partie qui deviendra le fil conducteur de la série. L'abondance de bleu montrant l'avancée de Lena vers l'inconnu, vers l'inconscient, le rouge poussant le lecteur et le personnage dans une situation lourde et créer une situation forte amenant à de la colère mais surtout à de la folie. C'est incroyable le niveau de détail mis en évidence rien qu'avec les couleurs. Vraiment je vous invite à visionner la série en vous focalisant sur le choix des couleurs pour mieux interpréter la situation. On dirait pas que ça ressemble à Great Review. Maintenant retournons dans le scénario. Que devient la ville dans la deuxième partie? Et surtout que deviennent les personnages? Mal. Très mal. La deuxième partie présente l'avancée technologique de l'Empire Jian, mais aussi du déclin de San Magnola. Maintenant, nous avons une situation qui change. Les persécutés deviennent les persécuteurs et inversement. Ça se remarque avec le changement d'ambiance et surtout le traitement lié aux républicains ainsi qu'au déni de ces derniers. C'est quelque chose qui se répercute sur notre société et sur le revers de la médaille de certaines situations passées, qu'on ne détaillera pas pour éviter le côté chiant, mais qu'on vous invite fortement à vous instruire. Mais ça reste un événement qui sera sujet à la suite de son histoire. Bon, on vous a parlé de l'animé et de ses caractéristiques. Mais l'histoire dans tout ça. Alors on ne va pas aller dans les détails car soit vous avez vu l'animé, soit allez voir l'animé et on va voir deux points de vue, celui de Shin puis celui de Vladilena. Donc Shin fut autrefois un citoyen de San Magnolia. D'ailleurs il jouait parfois avec une certaine jeune fille qui est Henrietta, mais on reviendra dessus plus tard. Sa famille a été déportée car ils ne sont pas des Alba. Je pense que ça se voit à sa gueule. Son père et sa mère sont morts sur le champ de bataille. Il ne reste plus que lui et son frère. Rei. Mais lors de la nouvelle du décès de leur mère, Rei perd la raison et étrangle son frère de colère. Il y survit, ne vous inquiétez pas, hein, sinon il n'y aura pas d'histoire. Plus tard, Rei et Shin sont séparés et poursuivent leur carrière militaire chacun de leur côté. Sauf qu'un jour, Shin entend la voix de son frère parmi les légions, ce qui veut dire que lui aussi est mort. Afin de libérer l'âme de son frère, Shin va se battre contre les légions et n'a que cet objectif en tête. Il rejoint l'escadron des Spearhead et fait ainsi la rencontre de Vladilena. Cet aspect atypique avec la persévérance de Vladilena à parler avec l'escadron, que Shin va avoir une certaine affection envers elle et se met à en raconter plus sur lui-même. Cet attachement revient à la protéger de certains dangers, comme en apprendre plus sur les légions qui enferment les âmes des 86 tués. Après avoir vaincu le légion qui enfermait Rei, le groupe de Shin part au-delà des frontières et décide de couper les ponts avec Vladilena, car ils ne veulent pas la rendre triste lors de leur mort. Et aussi un escadron au nombre de 5 86, c'est un peu inutile. Après quelques jours, Shin part seul défoncer du Légion pour protéger son groupe, mais il se fait aider. En fait, il ne voulait pas vraiment les protéger, mais voulait mourir. Que devient-on quand notre raison de vivre disparaît? Après avoir libéré son frère des Légions, qui était sa raison de vivre, que faut-il faire après? Tout le monde est à terre, Shin est sur le point de se faire tuer par un Légion, mais une pluie d'obus le sauve. Alors, dit comme ça c'est un peu bizarre, mais il n'est pas mort. En effet, le groupe se fait sauver par la République fédérale de Giad, qui ne se bat plus contre San Magnolia, mais les légions dorénavant. Ils vivent pépouses, font des choses banales, mais ça ne leur convient pas. Leur place se situe sur le champ de bataille, et vont donc rejoindre l'armée, mais cette fois-ci volontairement, et au sein d'une armée, et plus dirigée par une seule personne. Seulement pour Shin, il y voit une manière d'en finir. Son entourage essaie de l'aider à le dissuader de ne pas mourir, et de réfléchir sur son avenir. Mais à quoi bon? Sa vie a été destinée à être un militaire et à tuer son frère. Il n'y a rien d'autre auquel Shin pourrait avoir une raison de vivre. Il veut juste rejoindre son frère. Lui, il ne le sait pas, mais son entourage sait qu'il lui reste une raison de vivre. Et il le saura à la fin. Vladilena, de son côté, on va pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, est une noble qui a observé les camps avec son père pour voir l'atrocité que fait leur pays. Sauf qu'un accident survient lors du vol en hélicoptère et son père n'y survit pas. Elle fait la rencontre de Rei, le frère de Shin, et apprend que les 86 ne sont pas des porcs inhumains, mais des humains comme elle.
Suite à cette interaction, des années plus tard, elle rentre dans l'armée et commande les 86 de façon humaine. Sa rencontre avec les 86 de l'escadron des Spearhead est la preuve de la sympathie qu'elle a envers eux. À force de créer des liens avec eux et d'en apprendre plus sur la réalité de la guerre, elle va se renseigner et essayer de convaincre son peuple que les 86 sont des humains, mais en vain. Parlons maintenant de la fin. Alors, on ne va pas parler du dernier épisode, mais des 2 derniers épisodes. Après avoir vaincu le Légion qui possédait Kia, Shin se retrouve aux portes de la mort. Lors d'une hallucination avec Kia, celui-ci lui dit qu'il n'est pas mort, puis s'ensuit une série de flashbacks/hallucinations avec son subconscient représenté par son ombre, qui lui dit qu'il n'a plus rien et qu'il doit mourir. Il devient fou suite à ses propos, puis retourne à la réalité. Il ne peut plus bouger, mais un dernier Légion est toujours là et s'approche de lui. Il crie de le tuer, mais son visage dit le contraire. Il ne le sait pas encore, mais son sauveur, ou plutôt sa sauveuse, n'est nul autre que Vladilena. Elle a donc réussi à survivre et à protéger sa nation et continue sa lutte contre les légions de son côté. Shin lui parle vocalement mais n'entend pas Vladilena, mais il a un sous-titreur, je sais pas comment appeler ça. Mais lorsque Vladilena active la communication, Shin a aussi accès, car sa technologie vient de base de San Magnolia. Cette peur d'être oublié, de se retrouver seul, cette envie de mourir, disparaît. Car celle avec laquelle il lui a demandé de se souvenir de lui et ses compagnons est toujours vivante, ne les a pas oubliés et cherche à les retrouver. Shin, ému, commence à ouvrir son mecha pour rencontrer sa nouvelle raison de vivre, et non, il se fait interrompre par la République fédérale de Jihad qui arrive récupérer Vladilena. S'ensuit ses compagnons qui le recontactent croyant qu'ils étaient morts et tout est bien qui finit bien. Après notre énorme frustration de la fin de l'avant-dernier épisode, Shin et les autres parviennent finalement à rencontrer Vladilena. Et là, on est super content. On peut donc constater une évolution de Shin et de Vladilena. D'un côté, Shin, qui n'avait qu'un objectif dans sa vie, celle de tuer le Légion qui emprisonne l'âme de son frère, se retrouve perdu après l'avoir accompli. Il pensait que la mort était une solution, mais se rend compte que Vladilena est sa nouvelle raison de vivre, car elle ne l'a pas oublié. De son côté, Vladilena était une personne pure qui avait une approche naïve, croyant que la parole pouvait tout résoudre, et est devenue une personne forte qui s'impose par son insolence et suit sa propre voie en persévérant seule dans son coin, persuadée que sa vision des choses est la bonne. Elle réussit à devenir un haut gradé et réussit à inclure les 86 à San Magnolia. Comme dit précédemment, tout est bien qui finit bien. Fait intéressant, le roman traite de la suite logique des événements, dont notamment le comportement et les agissements de l'Empire Jihad. On observe aussi l'évolution de la relation entre nos 2 officiers. Encore une fois, le light novel détaille très bien les événements, pas de problème au niveau de la lisibilité est impeccable là-dessus. Je ne dirai jamais assez, mais Mao a réalisé une excellente traduction et adaptation dans son écriture. Et personnellement, si on me demande de revoir la série, ce sera par l'intermédiaire du light novel. C'est plus complet, plus riche, et ce sera le format que je vous conseillerais le plus. Je vous vois les animés only. Le 5e tome est sorti, et si vous voulez savoir où vous devez reprendre après la série, c'est à partir du 3e tome. De rien, c'est cadeau. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de tout ça? Dites-nous tout ça dans les commentaires. Le prochain animé que nous traiterons sera dédié à une grosse série avec une magnifique réalisation et surtout sous-coté tellement il est incroyable. Attendez-vous à ce que la prochaine vidéo soit en fait la première partie de 2 parties comme la dernière fois. Sinon, n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Le buzz. Nous on vous laisse, c'était Nélive. Et Macrage. Ciao. Ciao.